Cette année 2013. En 2014. 2014. Donc les études sont en cours. Et d'ailleurs, cela a été confié au BNEC. Donc les choses vont se faire progressivement. Voilà. Donc bon, il y a M. Aka de Boaké. Pourquoi le lycée technique de Boaké aussi? Bon, ça rentre un peu dans le mais. C'est l'enseignement technique. Je voudrais que vous disiez quelque chose là-dessus. Il faut savoir que le lycée technique de Boaké avait été délocalisé ici à Abidjan depuis 2003. Et fort heureusement, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un financement de la BID et la réhabilitation a commencé. La réhabilitation est très avancée et d'ailleurs nous avons déjà procédé à l'ouverture du lycée technique de Boaké. Il y a eu la réunion des enseignants et incessamment les cours vont démarrer. Mais il est évident que les grosses machines qui permettent aux élèves de faire leur apprentissage, ces machines-là ne pourront arriver que d'ici la fin du mois de décembre. Déficit d'enseignants à Transua, M. Kwadio. Oui, malheureusement, nous connaissons... Pourtant, vous en avez recruté? Oui, mais c'est vous dire que le déficit était très, très grave. On avait un grand nombre de localités où il n'y avait pas d'enseignants. Nous avons essayé effectivement de rattraper cela. Je peux vous dire que même à Abidjan ici, il y avait des établissements où il n'y avait qu'un seul professeur de philosophie ou un seul professeur de mathématiques pour tout un lycée. Et dans beaucoup de localités, c'était le cas. Nous avons recruté des enseignants, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il reste encore des établissements où nous avons encore quelques déficits en enseignants. Mais nous comptons combler ce déficit parce qu'il faut savoir aussi que depuis 2011, il n'y a pas eu de concours d'entrée à l'école normale supérieure pour former les enseignants. Parce que les enseignants sont formés à l'école normale supérieure et c'est la fonction publique qui les met à notre disposition afin que nous les affections. Donc pour le moment, ce n'est pas fait, mais je peux vous assurer que le concours sera lancé bientôt parce que le ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagé à organiser ce concours-là en collaboration avec le ministre de la fonction publique. Dernière question, Madame Traoré de Koumassi, souci pour inscrire ses enfants en ligne, c'est ça? L'inscription en ligne. Il y a beaucoup de problèmes, oui. Madame. Bon, je constate qu'il fallait utiliser ce mécanisme-là essentiellement pour les inscriptions. Vous me donnez l'occasion d'aborder cette question. Bon, parce si que vous voulez, réservons ça pour... Mais j'avais voulu que vous disiez un petit mot et puis après vous allez dans les détails à l'autre. Ce que je peux dire à Madame Traoré, voilà. Tout à l'heure, elle a parlé de matricule. Effectivement, pour s'inscrire en ligne, il faut avoir un matricule. Mais il arrive que certains élèves aient des problèmes avec les matricules. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est parce que l'enfant, en cours de route, si vous me permettez ce terme, change parfois de nom. Parfois, il y en a qui, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, il y en a qui... Change d'extrait de naissance. Il y en a qui diminuent leur âge. Diminuent leur âge. Voilà. Sinon, tous les élèves de la 6e... Le problème ne devrait pas se poser au niveau tous les élèves de la 6e ont un matricule. Donc, en principe, celui qui n'a pas de problème personnel ne devait pas avoir un problème pour s'inscrire. Mais en tout état de cause, nous sommes ouverts. Nous avons le service de la DPS, comme nous l'appelons, au ministère, qui reçoit tous ceux qui ont des difficultés afin de leur donner un nouveau matricule. D'accord. Tout à l'heure, nous allons revenir sur l'inscription en ligne avec... là, c'est pour d'autres aspects. Merci d'avoir répondu à la dame. L'instauration de l'approche pédagogique par compétences dans les établissements d'enseignement primaire, l'idée semble diviser pédagogues et parents d'élèves, des parents d'élèves qui en même temps s'interrogent si oui ou non une année scolaire apaisée pourrait se tenir. Francis Boifo. En 2012, la grève des enseignants du primaire et du secondaire a duré plusieurs jours. Elle a failli paralyser l'école ivoirienne. Les grévistes exigeaient à l'État le paiement de la moitié de la bonification indiciaire et le rappel y afférent,
le paiement du reliquat de l'indemnité contributive forfaitaire au logement de l'instituteur et le rappel y afférent, le paiement effectif de la deuxième moitié des effets financiers du reclassement indiciaire et le rappel y afférent, le paiement de la deuxième tranche du rappel du CAP. Après plusieurs jours de négociations, des solutions ont été trouvées et l'école a repris. Une partie de la somme exigée par les enseignants a été payée. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé cette année le reversement intégral de la somme restante aux enseignants en 2014, quand le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonce 2015 pour résoudre les problèmes sociaux. 2014 sera-t-il respecté? Difficile de répondre. Un autre problème, le cas des enseignants contractuels recrutés dans l'urgence pour combler le déficit d'enseignants. Seront-ils intégrés plus tard comme fonctionnaires? Sinon, que faire d'eux à la fin de leur contrat? Des sujets à traiter avec Munici pour éviter des troubles dans le secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au plan pédagogique, il est de plus en plus question dans les inspections d'enseignement primaire IEP de l'approche pédagogique par compétence. Une approche qui laisse le génie de l'élève s'exprimer sous la médiation de l'enseignant. Si certains pédagogues ivoiriens sont pour l'instauration de cette approche dans l'enseignement, d'autres estiment que son application sur le terrain bute contre des obstacles, dont le manque de formation des enseignants et même la maîtrise du concept par les conseillers pédagogiques. Autre raison, l'effectif pléthorique. L'approche par compétence entraînerait, dans une certaine mesure, des échecs. Soutiennent certaines personnes qui pensent qu'il existe un écart entre ce que l'on apprend en classe et le contenu des évaluations lors des examens de fin d'année. Madame le ministre, avant que Nesmond Delors de Nord-Sud engage la discussion avec vous, comment résoudre la question des effectifs pléthoriques, puisque notre ami en parlait tout à l'heure, 100 élèves par classe, ça c'est l'une des causes des échecs. Mais la solution unique, c'est de construire des salles de classe, tout simplement. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire a une croissance démographique très élevée, plus de 3%. Et donc, chaque année, ce sont de nombreux enfants qui font leur entrée dans le système scolaire. Et donc, la seule voie, et je dirais l'unique voie, c'est la construction de salles de classe pour permettre justement de désengorger les salles de classe existantes et puis permettre aussi à tout ce flux-là qui arrive de pouvoir avoir un apprentissage dans de meilleures conditions. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Madame Nesmond. Vous évoquiez tantôt avec Victorien l'inscription en ligne, donc je vais vous ramener à l'inscription en ligne. Et vous dites que votre département est ouvert par rapport aux difficultés sur les matricules, tout ça. Est-ce que ça veut dire que les parents ont encore la chance de faire inscrire leurs enfants? Quel est le sort des non-inscrits à ce jour? Je voudrais profiter de votre question pour dire qu'à ce jour, nous avons près de 900 000 inscrits sur le million ou le million 2 d'élèves que nous avons au niveau du secondaire. Et à titre de comparaison, les autres années, au moment où on utilisait la méthode manuelle, c'était environ même pas 20 000 élèves qui étaient inscrits. C'est quoi l'inscription en ligne? L'inscription en ligne, il faut le dire, c'est l'une des grandes innovations du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pourquoi? Nous avons de gros effectifs, nous avons environ 1 200 000 élèves dans le secondaire et par le passé, ces élèves venaient à partir du jour de la rentrée, s'aligner, se faire inscrire manuellement. Évidemment, il y avait une perte de temps. Deuxièmement, cette perte de temps jouait évidemment sur le tas d'apprentissage, puisque les inscriptions pouvaient se faire jusqu'au mois de décembre. Et des enseignants attendaient que tous les élèves soient inscrits avant de commencer le cours. D'où les échecs. Deuxièmement, évidemment, c'est fastidieux. Troisièmement, il faut dire que l'inscription en ligne est un outil de pilotage. Parce que grâce au numérique, aujourd'hui, nous avons des statistiques fiables, ce qui nous permet justement de faire des prévisions, de faire nos planifications, ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous, quand nous sommes arrivés dans les différents services, les statistiques variaient d'une structure à une autre au sein même du même ministère. La troisième chose, c'est un outil de bonne gouvernance.
Parce que l'inscription, les frais d'inscription s'élèvent à 5 000 francs et la carte d'identité scolaire 1 000 francs. Donc l'élève ne doit payer que 1 000 francs. Mais que se passait-il? Il y a des chefs d'établissement qui prenaient jusqu'à 30 000 francs par élève, 35 000 francs. Alors qu'avec l'inscription en ligne, c'est 6 000 francs, rien de plus. Quatrièmement, c'est un outil qui évite l'inscription parallèle. Parce que tous ceux qui sont inscrits, évidemment, il y a une traçabilité. Et je voudrais vous dire aussi si vous permettez, que grâce à l'inscription en ligne, les frais, justement, de ces inscriptions-là sont répartis selon une clé de répartition et tous les bénéficiaires perçoivent leur dû, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et grâce aujourd'hui à l'inscription en ligne, nous évitons les braquages dans les établissements parce que la période de rentrée, la période d'inscription était la période où les bandits venaient agresser nos collaborateurs, nos collègues dans les établissements parce que, comme ils l'ont dit à Benjerville, où ils ont demandé les frais d'inscription. Donc, c'est un outil innovant, c'est un outil de bonne gouvernance, parce que grâce à ça, il y a une traçabilité, et c'est surtout un outil de pilotage. Donc, l'inscription en ligne, contrairement à l'inscription manuelle, cela se fait par plusieurs moyens, soit avec un ordinateur, mais surtout avec le téléphone portable, et partout où l'on se trouve. Donc facile, rapide. Et je suis même heureuse, s'il vous plaît, je suis heureuse que depuis que nous avons utilisé cette méthode, beaucoup de structures aujourd'hui en Côte d'Ivoire utilisent l'inscription en ligne. Et je crois même savoir qu'à l'ISTC, je crois que c'est la méthode utilisée dans beaucoup de départements ministériels. Oui, madame, en fait, la question était de savoir le sort des enfants qui ne sont pas encore inscrits. Est-ce qu'ils ont encore de la chance? Oui, on va pas les radier? Non, non, pas du tout. Écoutez, nous sommes là pour j'ai l'impression même que la menace a été bien perçue parce que quand vous donnez le chiffre en question... Parce que vous faites une ouverture en disant que les difficultés de matricule, on peut venir au ministère. On peut venir au ministère. Est-ce que ça veut dire que l'inscription peut se poursuivre? Mais l'inscription se poursuit. D'accord. Je voudrais vous dire que le premier jour, le taux que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le taux que nous avions le 16 septembre. Donc chaque jour, l'inscription en ligne se fait. Et donc, mais vous savez, nous avons, bon, c'était pas des menaces, mais nous voulions sincèrement que l'école puisse reprendre le plus rapidement possible pour donner un temps suffisant d'apprentissage à nos élèves, afin qu'ils soient prêts en fin d'année pour aller en classe supérieure pour ceux qui sont en classe et dans les classes intermédiaires, et ceux qui vont aux examens pour qu'ils puissent avoir de bons résultats. Alors, on voit que l'instauration et l'inscription en ligne, justement, pour lutter contre la fraude avec les recrutements parallèles, et 321 bacheliers fictifs découverts vendredi dernier, après les travaux de la commission d'harmonisation et d'orientation pour l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Comment ils sont passés dans les mailles alors qu'on lutte contre la fraude au ministère? Non, ces bacheliers-là ne font pas partie des bacheliers de l'année 2013. C'est certainement des Ivoiriens qui ont dû se faire de faux diplômes et se faire passer pour des bacheliers. Je peux vous dire que le système que nous avons mis en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, justement, c'est un système qui lutte contre la fraude. Parce que, voyez-vous, nous tenons à ce que notre système éducatif se crédibilise. Nous voulons que nos diplômes soient crédibles, que ces diplômes-là soient reconnus partout dans le monde, et c'est pour cette raison que nous menons cette lutte acharnée contre la fraude. Donc ces faux diplômes ne viennent pas du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Vous ne les reconnaissez pas, d'accord. Vous prenez l'environnement apaisé, mais le feu couvre quand même. Dans l'élément tout à l'heure, on a parlé des enseignants contractuels. 3000 enseignants contractuels, après 4 mois de contrat non renouvelé, et ils poursuivent les enseignements. Quel est leur sort? Ils ont le sentiment d'être employés au noir. Ce soir, ils nous écoutent, ils sont nombreux à nous écouter, Madame le ministre. Qu'est-ce que vous réservez à ces contractuels? J'avoue que j'ai reçu beaucoup de mails de ces groupes-là. Alors, cherchez à les rassurer. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais bon.
nous les comprenons. Je salue les enseignants contractuels, tout comme je salue tous mes collègues enseignants. Je voudrais d'ailleurs profiter pour dire que effectivement ces enseignants contractuels ont été recrutés sous contrat pendant 4 mois. Le contrat a été renouvelé jusque-là. Mais il faut dire que c'est vrai. Le contrat a été renouvelé combien de fois? Le contrat a toujours été renouvelé. Ils sont... Mais c'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. Jusqu'en fin d'année, jusqu'en fin d'année, ils étaient sous contrat. La preuve, ils ont continué de travailler. Et ils ont continué de percevoir des pécules. C'est parce qu'ils étaient toujours sous contrat. Mais je voudrais vous dire ici qu'effectivement, à un moment donné de l'année, surtout en fin 2012, nous avions présenté une communication et surtout nous avons entamé des discussions avec le ministre de l'économie et des finances d'alors et le ministre de la fonction publique pour discuter du sort que l'on devait réserver aux enseignants contractuels. Et je peux faire cette confidence ici. Nous étions sur le point, le gouvernement était sur le point d'intégrer ces enseignants-là au niveau de la fonction publique. Malheureusement, cela a coïncidé avec une série de grèves et il est évident qu'au moment où on parle de grève, on ne pouvait pas effectivement statuer sur leur cas, mais je peux vous dire que la discussion est en cours. Je voudrais qu'ils gardent espoir. Je ne veux pas... Vous êtes en train de donner la garantie que la situation va changer. Ce sont des jeunes gens qui nous ont donné entière satisfaction. Je peux dire que leur contribution dans le relèvement des résultats a été appréciable et donc ils nous ont donné satisfaction et nous, enfin, je ne veux pas... Il y en a qui ont abandonné leur poste au privé pour venir enseigner, pour venir contractuel avec... Mais je voudrais les rassurer. Honnêtement, je voudrais rassurer ces enseignants contractuels, comme j'ai dit. Ceux qui sont partis aussi, il ne faut pas qu'ils reviennent maintenant. Hein. Ah bon, il y en a qui sont partis? Oui, il y a certains qui sont partis. Ah bon, d'accord. Bon, mais ceux qui sont restés... J'espère qu'un recensement sérieux va se faire. Je voudrais qu'ils sachent que le gouvernement est en train de réfléchir. Donc, avec le ministre de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, je voudrais qu'ils gardent espoir. C'est tout ce que je peux dire. Excusez-moi 2 minutes. Puisqu'on est sur ce point, j'ai reçu un mail de l'un d'entre eux qui dit qu'ils sont victimes d'affectation jugée un peu arbitraire à 2 jours de la rentrée. Est-ce que vous êtes au courant? Il s'est posé aussi la question. Si vous êtes au courant. Les enseignants contractuels? Oui. Ah non, je n'ai pas cette information. Bon, voilà, mais donc, je vais vérifier avec les services. D'accord, madame le ministre, pour poursuivre. Est-ce que les enseignants sont concernés par l'augmentation salariale annoncée pour 2014, en dehors justement des 25% restants de la bonification? Ben, je ne parlerai pas à la place du ministre de la fonction publique. Vous êtes membre du gouvernement? Oui, je suis membre du gouvernement. Je sais que le président a promis une augmentation de salaire pour les fonctionnaires. À ce que je sache, ce sont des fonctionnaires. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. À ce que je sache, les enseignants sont des fonctionnaires. Mais comme je le dis, je ne parlerai pas à la place du ministre ni du ministre de la fonction publique, encore moins à la place du chef du gouvernement, le Premier ministre. D'accord. Bon, les enseignants sont des fonctionnaires. Donc la question n'est pas encore résolue. On ne sait pas concrètement. Mais les Anglais disent wait and see. On sait, par exemple, pour les médecins, que c'est clair, 2014, pour les enseignants, ils n'ont pas encore la réponse. Et on supposait attendre des réponses du ministre. Mais vous n'aurez pas cette réponse-là aujourd'hui. Ah, désolé alors. Madame le ministre m'a présenté un peu sur la gestion des grèves. En tout cas, il vous est reproché votre silence lorsque le Rassemblement des enseignants républicains tentait de briser la grève de l'intersyndicale du secteur éducation-formation, alors que vous prônez la dépolitisation de l'école. Alors, que renferme le thème de dépolitisation de l'école? Qui est concerné? Les élèves, les enseignants? La première réforme que nous avons appliquée au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'était ça. La dépolitisation de l'école, surtout l'interdiction d'activités politiques par les élèves. Parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est le lieu d'apprentissage par excellence. Et je voudrais dire que nous avons pris cette mesure à la suite d'un séminaire que nous avons organisé avec des enseignants, mais surtout avec des parents d'élèves.
Et donc c'était l'une des recommandations de ce séminaire-là. Et nous ne regrettons pas du tout d'avoir pris cette mesure. La preuve, aujourd'hui, les enfants vont à l'école dans un climat apaisé, dans un environnement. Mais au niveau des enseignants? Les enseignants sont des adultes, parce que l'argument que nous avons avancé, c'est que pour mener des activités politiques ou syndicales, il faut être majeur. La majorité en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, les élèves les plus âgés dans nos établissements, c'est quoi? C'est 18 ans, 19 ans. Vous avez même des élèves de 14 ans en terminale aujourd'hui. Donc nos élèves sont jeunes. Alors, par contre, les adultes, les enseignants qui sont des adultes, ont le loisir de faire de la politique pour celui qui veut, mais nous suggérons à nos collègues enseignants d'éviter de mener des activités ou de faire des réunions politiques dans les établissements, au sein de nos établissements. En dehors de cela, ils ont la liberté, c'est des citoyens ivoiriens, donc ils ont la liberté de faire de la politique. Alors justement, dans ce cas d'espèce, ce sont les draines, les établissements de Yamsokro, Boaké, Daloa et Koumassi qui ont été sillonnés. Et souvent, il y a des graissements dedans. On se dit, comme le RDS est votre parti d'origine, vous avez accepté. Ça aurait été le cas s'il s'agissait des enseignants, pardon, et d'autres formations politiques de l'opposition. D'abord, je n'ai pas été informé de ce dont vous parlez, c'est-à-dire la tournée des enseignants républicains. Oui. Donc, je n'ai pas été informé. Et à ce que je sache, les grèves ont eu lieu. Il y a eu plusieurs grèves l'année dernière. Donc, vraiment, je n'ai pas été informé. D'accord. Madame le ministre, les parents d'élèves pleurent. Les kits scolaires ne sont pas toujours distribués à temps dans les villages reculés. C'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez le lancement des kits scolaires. On a l'exemple de Touba, où même jusqu'à hier, on était encore au téléphone avec un parent d'élève qui pleurait pratiquement au téléphone. Et les parents sont obligés de payer parce que les kits arrivent presque en retard. Et ça sabote vraiment la gratuité de l'école. Comment remédier? Et puis il y a aussi la cherté des fournitures. Oui. Bon, je vais commencer par la première question. Je voudrais simplement informer que cette année, le gouvernement, je dirais le président de la République, parce que c'est dans le cadre du PPU que cela est fait, le président de la République offre plus de 2 800 000 kits à l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. La distribution a commencé depuis le 16. Évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays vaste, mais je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, il y a le 16 septembre. Depuis le 16 septembre. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait le lancement. Mais madame, pourquoi on ne peut anticiper? La rentrée, c'est le 16 et on commence à distribuer les fournitures le 16. Mais vous savez... Ça pose ce problème de la liste de fournitures. On attend à la rentrée pour sortir une liste de fournitures. C'est difficile. Vous savez, je vais vous expliquer un peu la procédure. D'accord. D'abord, depuis le mois de mars, nous avons lancé un appel d'offres. Les opérateurs ont été désignés. Les opérateurs ont fait les kits. Les opérateurs, nous avons demandé aux opérateurs d'attendre la rentrée, la reprise du travail par les administratifs. Et cela a eu lieu le 2 septembre. C'est à partir du 2 septembre que les opérateurs ont commencé à mettre à distribuer les kits dans les draines. Et les draines envoient les kits dans les IEP. Et au jour d'aujourd'hui, sur la quarantaine de draines que nous avons, les kits ont été distribués dans près de 35 draines. Mais comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire est vaste et parfois ce n'est pas facile de circuler compte tenu de l'état des routes. Mais je peux vous assurer que les kits seront totalement et entièrement distribués à tous ces élèves d'ici la fin du mois. Mais à titre de comparaison, je voudrais vous dire qu'avant avant 2011, les kits non seulement étaient distribués en quantité insuffisante, mais ces kits étaient distribués jusqu'en janvier, février, jusqu'à parfois au mois de mars. Donc, vous savez, nous faisons des efforts et nous allons prendre en compte vos observations et essayer d'améliorer. Notre souhait, effectivement, c'est que tous les élèves puissent avoir leur kit
le jour de la rentrée. Madame le ministre, pour passer de l'instituteur adjoint au statut d'instituteur ordinaire, dernière question. Justement, les maîtres se plaignent d'être rackettés par les inspecteurs pendant l'examen du certificat d'aptitude pédagogique. Vous êtes informé du phénomène qu'on caricature dans le milieu, on parle de mouton pédagogique. Qu'est-ce qui est fait pour y mettre fin? Mais des sanctions lorsque nous sommes informés. C'est vrai quelle attitude devraient avoir les instituteurs qui sont obligés de ce racket-là? Mais je voudrais demander à tous ces instituteurs-là, évidemment, de ne pas céder au chantage. L'inspecteur n'a pas à réclamer quoi que ce soit. Ça fait partie de sa mission. Et donc, il est payé pour ça. Donc, je demande que les enseignants, vraiment, non seulement n'acceptent pas ce chantage, mais je les encourage, je les exhorte même à nous prévenir, à nous informer justement de ces cas-là. Merci. Maïsako, 22 42 58, Studio A. D'accord, nous avons un appelant de Makori à Numombo, il se nomme Monsieur Aka. Monsieur Aka dit qu'à l'école publique d'Anoumombo, le COGES est une cotisation des parents d'élèves qui, selon Monsieur Aka, a été instituée par le ministère de l'Éducation nationale dans les écoles publiques. Monsieur Aka dit que cette cotisation du COGES est fixée à l'école publique d'Anoumombo à 10 000 francs CFA, alors que le prix normal, c'est 3 000 francs CFA. Il trouve ce montant, 10 000 francs CFA, trop élevé. Il voudrait que Madame la ministre intervienne dans ce domaine. Le deuxième appelant se nomme Monsieur Kofi. Il appelle de Boaké. Monsieur Kofi a, lui, deux préoccupations. La première, c'est que Monsieur Kofi est enseignant dans le primaire, mais il travaille à l'inspection. Et certains parmi ces enseignants qui travaillent dans les inspections, comme lui, exercent dans les DREN. Les DREN, ce sont les directions régionales. Et ces enseignants ont été reclassés en A3. Donc, ils ont été surclassés, alors que les instituteurs, comme lui, demeurent en D3. Il aimerait que Madame la ministre fasse quelque chose pour corriger cette injustice. Sa deuxième préoccupation se situe au niveau des services des examens. Monsieur Kofi affirme que lors des examens, des enseignants sont envoyés sur le terrain. Mais ces enseignants qu'on envoie sur le terrain ne bénéficient ni d'hébergement, ni de frais de nourriture, alors qu'ils y restent jusqu'à des heures vraiment très tardives. Ils souhaiteraient donc qu'on les héberge, qu'ils y passent la nuit. Dans le cas contraire, ils sont exposés à des risques. Madame la ministre peut-elle se pencher sur ce cas? Monsieur Kwame, lui, appelle de Tumodi. Selon Monsieur Kwame, il y a eu une ponction sur les salaires des enseignants l'année dernière. Et selon toujours Monsieur Kwame, Madame la ministre a dit que les ponctions faites injustement devraient être remboursées. Et à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Monsieur Kwame voudrait connaître la démarche à suivre pour avoir ce remboursement. Nous avons un dernier intervenant pour l'instant. Il se nomme Monsieur Kone. Il appelle de Cocody. Monsieur Kone nous ramène au problème des inscriptions. Il dit que sa fille est née en 2002. Mais après son inscription, il s'est rendu compte que sur les papiers de sa fille, il est inscrit qu'elle est née en 2000. Il voudrait savoir si la faute vient de l'administration ou si alors les parents ont pu se tromper, peut-être en inscrivant leur enfant. Il aimerait avoir l'avis de Madame la ministre sur cette question. Voilà pour les questions pour l'instant. Madame le ministre, vous commencez par la dernière ou la première? Je commencerai par la première. La première, Anoumombo, COGES, 10 000 francs. Je remercie encore les intervenants. Je voudrais féliciter M. Aka, parce que M. Aka a parfaitement raison. Les COGES n'ont pas le droit de lever des cotisations au-delà de 3 000 francs l'année. Et je souhaite d'ailleurs, je vais même donner un numéro de téléphone ici, le 20 21 62 18. Je souhaiterais que M. Aka prenne contact avec nous afin que nous puissions savoir exactement quel est ce responsable de COGES qui extorque de l'argent. Vraiment, c'est le cas de le dire. Parce que, voyez-vous, par le passé, beaucoup de choses se passaient.
Et il faut reconnaître que depuis la nomination du nouveau responsable à la tête du SNAP COGES, c'est-à-dire que la structure qui gère le COGES, beaucoup de séminaires ont été organisés. En plus de cela, il a procédé au renouvellement justement des bureaux de COGES. Le président de la République a pris un décret et nous-mêmes nous avons rencontré plusieurs fois les responsables de COGES pour dire qu'en tant que gestionnaire de l'école, en tant que parent d'élèves, il était de leur devoir de plutôt accompagner l'école au lieu de créer des entraves. Et donc, je voudrais dire ici qu'effectivement, il a parfaitement raison. C'est 3 000, ce n'est pas 10 000. Rapidement, classement des instituteurs. Oui, mais il faut dire que effectivement tous les instituteurs seront classés en A3. Ça, c'est une décision qui a été prise pour aller vite. Je voudrais dire qu'il pourrait se rapprocher de la direction des ressources humaines pour avoir de plus amples informations. Le suivi des examens, bon, au niveau des examens, bon, il y a des indemnités qui sont données à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation des examens. Peut-être que monsieur trouve que cela est insuffisant. Bon, ben, nous allons regarder cela. Les ponctions les ponctions injustes. Effectivement, le problème a été posé par certains syndicats en face du Premier ministre qui a demandé que toutes les erreurs commises soient réparées. Et il est évident que tous ceux qui ont subi de façon injuste des ponctions sur leur salaire seront remboursés. Oui, seront remboursés. Il demande la procédure. Je lui demande soit de s'adresser à la direction des ressources humaines pour qu'on lui explique un peu la procédure, ou alors tout simplement qu'il se rende à la fonction publique ou au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Koné de Cocody, je souhaiterais aussi que Monsieur Koné se rapproche de nos services, parce que nous n'avons pas les documents en face. Nous ne pouvons pas savoir la raison pour laquelle quelqu'un qui est né en 2002, il est marqué que la personne est née en 2000. Est-ce une erreur de frappe? Est-ce vraiment, je ne peux pas répondre. Mais encore une fois, je voudrais dire à M. Koné que nous restons ouverts, donc ils prennent contact avec nos services pour résoudre ce problème. En tout état de cause, tous ceux qui ont des problèmes de matricule seront satisfaits. D'ailleurs, nous avons ouvert un bureau spécial pour cela. Donc je demande à tous ceux qui sont concernés de prendre contact avec nos services. Merci madame. La reconquête de l'excellence passe par des réformes et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'y attelle. Francis Boifo a échangé avec une consultante en réforme d'éducation pour savoir les étapes à suivre afin d'obtenir de bons résultats. Regardez. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à la reconquête de l'excellence. C'est la mise en œuvre de plusieurs réformes. L'on note ces 2 dernières années la création des salles multimédia dans les établissements du secondaire, la préinscription en ligne pour ne citer que ces exemples. Cette année, il est annoncé la construction et l'ouverture de plusieurs écoles, la création des collèges de proximité, suivi de la formation des enseignants polyvalents pour résoudre le déficit d'enseignants. Également évoqué la question de la réforme des examens du BEPC, du bac et de la barre d'admission au CEP. Autant de préoccupations à aplanir pour faire de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement technique une réalité acceptée de tous. Réalité parce que la conduite d'un projet de réforme sur plusieurs étapes. Pour qu'on parle de réforme, c'est qu'il y a eu d'abord une recherche. Et après la recherche, il y a la création du projet de réforme. Quand le projet est évalué et certifié et accepté, nous devons parler maintenant d'implémentation. Il faut savoir d'abord partager sa vision avec les parents d'élèves, la communauté et puis avec les leaders de communauté. Il faut qu'on essaye de former les leaders des écoles, des lycées, des collèges, à savoir approcher ces leaders de communauté, ces parents. Parce que c'est avec eux que nous allons pouvoir, quand je dis nous, je parle nous les éducateurs,
pouvons maintenant savoir comment créer le plan d'implémentation du projet. Il faut avoir un plan de sensibilisation. Ça, c'est très important. Quand toutes ces étapes n'ont pas été suivies à la lettre, quel est le constat? Ben, on aura des difficultés. On peut même échouer. Revenant sur les nombreuses plaintes des parents d'élèves relatives à la préinscription en ligne des élèves du secondaire, la spécialiste en réforme d'éducation s'est voulue critique. Si les parents se plaignent, il y a aussi une raison. Sans doute, le ministère n'a pas su les approcher. Il n'y a pas eu de sensibilisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le côté protocolaire, la pré-campagne de l'implémentation, c'est très important. C'est là où on devait approcher les parents, la communauté. Il fallait le faire au moins quelques mois bien avant de parler même de l'implémentation. Parce qu'ils ont les parts à dire là-dedans. C'est l'avenir de leurs enfants. C'est à croire que la réussite d'une réforme nécessite le respect scrupuleux des différentes étapes qui la composent. Les responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont-ils associé véritablement les acteurs du système éducatif à l'idée de réforme? Madame le ministre, on va aller un peu vite, mais les Ivoiriens se rappellent encore l'échec de l'enseignement télévisuel. Cet enseignement a impacté négativement les performances de l'école avant d'être abandonné. La réforme des collèges de proximité n'est-elle pas une autre aventure? Vous me donnez l'occasion de parler des collèges de proximité. C'est quoi les collèges de proximité? Les collèges de proximité, c'est comme tous les autres collèges en Côte d'Ivoire. La seule différence, c'est que ces collèges seront dorénavant proches des populations. Comme vous le savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de rapprocher l'école. C'est ce que je veux savoir. Non, je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer. Le collège de proximité, c'est simplement un collège de petite taille, à base de, c'est-à-dire 2 classes par niveau, de la 6e à la 3e. Ces collèges de proximité sont dans des zones déshéritées, dans des zones où nous n'avons pas de collège. Ces collèges seront installés surtout en zone rurale. Ces collèges auront 10 enseignants au lieu de 18. Et nous aurons dans ces collèges des enseignants polyvalents. Voici la seule différence. Sinon, toutes les disciplines seront enseignées dans ces collèges. Les enseignants auront le même volume horaire, puisque ce sont des enseignants de collège, ils auront 21 heures de cours. Mais je voudrais dire que ce collège est une réforme qui nous permettra vraiment de prendre en compte beaucoup d'enfants. Madame, je vous pose la question. Vous avez parlé de rapprocher, Madame la ministre, les parents de leurs enfants, c'est-à-dire réduire les grossesses en milieu scolaire, c'est ça? Tout à fait. Et le collège de proximité peut être une solution. Parce que vous savez que c'est l'éloignement qui fait parfois que la fille n'est plus sous le contrôle de la famille, n'est plus sous le contrôle de la famille, elle est livrée à elle-même. Mais cela ne va pas empêcher certains enseignants d'engrosser leurs élèves, Madame la ministre. Je voudrais dire que nous regrettons, nous disons qu'il est formellement interdit à un enseignant, pas seulement à un enseignant, à tout membre de la famille éducative d'avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles avec un élève, parce que nous avons pour mission d'éduquer les enfants et ce n'est pas à nous de mettre un coup d'arrêt. Vous dites que c'est interdit, mais est-ce que vous avez pris des mesures de coercition justement pour les empêcher justement de s'adonner à ces pratiques, ces enseignants-là, je dirais? Tous les cas qui nous ont été signalés ont été sanctionnés, tous ces enseignants. Comment vous les avez sanctionnés? Mais il y a des sanctions disciplinaires. Il y a des sanctions disciplinaires. L'enseignant passe devant le... Donc il y a des sanctions disciplinaires, passe devant le comité de discipline. Il y a des enseignants qui ont même été radiés. Il y a des enseignants qui se sont retrouvés en prison. Mais je voudrais dire que ce ne sont pas seulement les enseignants. Sur ces choses-là, c'est important. Communiquer. Bon, d'accord, vous avez parfaitement raison. Oui. Peut-être que nous allons communiquer. Tout à l'heure, Madame, tout à l'heure, Madame la ministre, vous comptez recruter des instituteurs diplômés du supérieur pour enseigner. Ce sont des instituteurs diplômés du supérieur qui devront enseigner dans ces collèges de proximité. C'est bien ça?
Évidemment, nous voulons offrir un profil de carrière aux enseignants parce que sachez aussi que parmi les instituteurs, certains ont des niveaux universitaires. Ceux qui ont le niveau universitaire pourront passer le concours, rentrer à l'école normale supérieure comme tous les autres enseignants, être formés et puis ensuite aller enseigner. L'avantage, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas rentrés dans des écoles nationales, à l'école nationale supérieure, madame. On les prend parce qu'ils ont eu des rudiments, justement. Ils ont eu une licence. Pourtant, ils sont des instituteurs. Nous savons tous que l'enseignement, c'est un sacerdoce. Donc, il faut vraiment qu'ils soient formés à l'ENS pour transmettre le savoir. Il ne faut pas faire de l'à peu près, madame la ministre. Je voudrais vous dire que les collèges de proximité n'ont même pas encore été construits. C'est un projet. Oui, mais c'est en 2014 que le projet va prendre forme. Deuxièmement, nous n'avons pas encore recruté d'instituteurs. Mais c'est ce qui est prévu. Mais écoute, ce sont des citoyens ivoiriens et moi je préfère vraiment que nous puissions... Au contraire, ça va même créer la motivation. Parce que voici des jeunes ou des adultes qui sont instituteurs, qui font l'effort de prendre des cours à l'université, qui ont des diplômes universitaires, mais qu'on leur donne la possibilité... À quel type d'enseignants les apprenants auront donc à faire, madame la ministre? Dites-nous. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme du supérieur pour enseigner, il faut y être préparé. Madame, je voudrais dire simplement que ces personnes-là passeront un concours, rentreront à l'école normale supérieure pour être formées comme tous les autres enseignants. Et c'est par la suite qu'ils iront sur le terrain. Parce que nous pensions plutôt que ce recrutement des enseignants, de ces instituteurs diplômés-là, serait lié au fait que le ministère voudrait économiser de l'argent et ne pas recruter des enseignants qualifiés qui coûteraient peut-être plus cher au ministère. Mais, bon, madame, je voudrais vous dire que c'est même un avantage. Parce que ces enseignants-là, d'abord, ils ont la pédagogie. Un avantage pour eux, mais pas pour les apprenants. Mais bien sûr, pour les apprenants. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour faire cela. Mais c'est des pédagogues. Ils ont déjà enseigné. Ils ont déjà enseigné. Ce sont des instituteurs. L'enseignement au niveau de l'école primaire, ce n'est pas le même enseignement au niveau du collège, madame la ministre. C'est pour cette raison qu'ils iront à l'école normale supérieure pour être formés avant d'aller sur le terrain. C'est maintenant que vous le dites. Non, pas du tout. Non, c'est ça la réforme. La réforme, c'est tout Ivoirien aura la possibilité de passer le concours, mais nous voulons donner la chance aux instituteurs qui sont déjà des pédagogues, deuxièmement, qui ont la pratique de la polyvalence, parce que quand ils sont un instituteur, enseigne plusieurs disciplines, et ceux-là qui ont de l'expérience passeront un concours pour entrer à l'école normale supérieure, ils sortiront, et nous pensons même qu'ils auront une avance sur des jeunes qu'on prendrait comme ça pour aller enseigner. Donc, et je voulais vous dire que... Les Ivoiriens ne doivent donc pas s'inquiéter, madame la ministre. Pas du tout. Les collèges de proximité, c'est exactement les mêmes collèges sur toute l'étendue du territoire. Je vous ai simplement dit la différence. C'est que ce seraient des collèges à base 2 où les enseignants seront polyvalents, c'est-à-dire 10 enseignants, là où il en faudra 18, parce qu'un enseignant enseignera 2 matières. Mais je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas nouveau. Madame le ministre qui vous parle, lorsque nous avions fini, en tant que professeur d'anglais, nous avons la possibilité d'enseigner le français. Donc nous étions polyvalents. Donc la polyvalence existait et nous pensons que pour quand même combler le déficit, parce que c'est une réalité. Tout à l'heure, plusieurs personnes ont appelé. Si nous ne prenons pas de mesures, madame, nous pensons qu'il va être difficile de combler les déficits en enseignant et nous pensons que les collèges de proximité, en plus de tous ces avantages, ces collèges-là permettront de recruter un certain nombre d'enseignants pour pouvoir dispenser le savoir à l'ensemble des élèves ivoiriens. Bien, madame la ministre, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons passer tout de suite à l'enseignement en langue maternelle, un autre défi auquel doit faire face votre département. L'UNESCO soutient que le meilleur support pour enseigner un enfant est sa langue maternelle. Vous le croyez aussi, madame la ministre? C'est l'expérience qui nous le dit. Cette expérience-là est faite en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Nous avons commencé... Et qu'est-ce que ça a donné? De très bons résultats. Mais les langues maternelles, on ne les introduit pas au baccalauréat ni au BEPC. Quand les élèves vont composer au BEPC ou au baccalauréat, il n'y a pas de langue maternelle, il n'y a pas de BT, il n'y a pas de gourou, de sénoufo. Donc à quoi ça sert finalement? Je voudrais vous informer que c'est seulement au CP1 et au CP2
que les élèves sont enseignés dans leur langue maternelle. Oui. À partir de la classe de CE1, ils pratiquent le programme officiel, c'est-à-dire le programme en français. Mais les études, les résultats des études ont montré que les enfants qui sont passés par ces écoles sont très bons en mathématiques, en sciences et en français. Et d'ailleurs, la première promotion est cette année à l'INP de Yamoussoukro. Il y a des enfants qui ne comprennent pas leur langue maternelle, qui ont leurs deux parents, un parent bété, un parent baoulé par exemple, mais qui excellent à l'école, qui sont très intelligents, qui ont de bons résultats scolaires. Mais nous voulons donner la possibilité, et d'ailleurs, tout le monde souhaite aujourd'hui en Côte d'Ivoire que nos enfants puissent parler leur langue maternelle. Je pense que c'est une occasion qui est offerte. Mais je voudrais dire que ce sont environ 15 langues qui sont utilisées dans ce programme-là. Ces 15 langues représentent les 15 grands groupes ethniques. Donc rien n'est imposé. Si l'enfant est ébrié, l'apprentissage se fait en ébrié au CP1 et au CP2. Et je peux vous dire et surtout vous assurer que cela donne de très bons résultats. Parce que ça permet à l'enfant de mieux comprendre. Bien, Madame la Ministre, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons passer tout de suite à l'enseignement confessionnel islamique. L'enseignement confessionnel islamique entend être un label de scolarisation de masse en Côte d'Ivoire. Pourtant, le système éducatif ivoirien est laïque. Alors, ces élèves formés dans ces écoles confessionnelles islamiques obtiennent-ils des diplômes en histoire, en théologie? J'aimerais comprendre, Madame la Ministre. Nous avons pour mission d'éduquer et de former tous les enfants ivoiriens. Tout comme nous prenons en compte les enfants, les enfants qui sont dans les écoles confessionnelles catholiques, nous avons décidé d'intégrer tous les enfants des écoles qui vont se conformer au régime et au programme officiel. Les écoles catholiques, mais là c'est encore le système laïque, alors que au niveau de l'enseignement islamique, l'enseignement islamique va aborder la question de la formation comme les autres laïcs, c'est ça? Et les autres, tout à fait, c'est le programme officiel, à la différence. Chez les catholiques, on donne des cours de théologie, des cours de catéchisme. Chez les musulmans, ils donnent des cours coraniques. C'est la seule différence. Ils poursuivent ensuite dans les universités publiques ivoiriennes sans problème. Exactement, puisqu'ils font le programme officiel. Bien, Madame la Ministre, j'aurais souhaité poser d'autres questions encore, surtout concernant l'alphabétisme en Côte d'Ivoire, l'éducation, le développement durable. Il est l'heure, Madame, avant votre conclusion, je voudrais signaler qu'au niveau des réformes, justement, qu'on veut entreprendre ici, ça n'a pas marché au Burkina Faso. Est-ce qu'ici, vous avez pris toutes les dispositions pour ne pas qu'on commette ces mêmes erreurs? Parce que généralement, c'est le problème qui se pose. On prend de bonnes décisions, mais la manière de les... Nous nous sommes renseignés. La réforme des collèges, telle que nous l'envisageons ici, n'a pas été appliquée au Burkina Faso. Voilà. Donc, je voudrais vous donner des assurances pour dire que... Ce qu'on veut faire ici, c'est différent. C'est totalement différent et c'est même à l'avantage de notre système éducatif. Puisque ça prendra en compte beaucoup plus d'élèves. Ok. Votre conclusion, Madame? Bon, avec votre permission, je voudrais dire à Madame que j'aurais bien voulu moi aussi pouvoir répondre à d'autres questions. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti pas court, mais bon. On ne peut pas tout épuiser. On ne peut pas tout épuiser. On aura d'autres occasions. Mais je promets revenir. Je promets revenir parce qu'à l'éducation nationale, nous avons beaucoup à dire. Avec votre permission, je voudrais dire que avant d'entrer au terme de cette émission, j'aimerais surtout que l'on retienne que l'école a été fortement ébranlée dans ses fondements. C'est pourquoi des sacrifices énormes ont été consentis par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour réinstaller le système éducatif dans ses fondamentaux. Aujourd'hui, notre école est sur la bonne voie pour son renouveau et réussir ainsi sa mission qui est de former le citoyen de type nouveau pour l'avènement de la Côte d'Ivoire émergente. Vous convenez avec moi que c'est un défi, je dirais même un grand défi, qui nécessite la mobilisation de tous et l'implication surtout de chaque acteur, c'est-à-dire enseignants, personnel d'encadrement, élèves et parents d'élèves pour un meilleur encadrement de nos enfants. C'est seulement à ce prix que nous aurons une école de la réussite
une école de l'excellence. J'ai été très heureuse de participer à cette émission. Encore une fois, je voudrais réitérer mes remerciements à Madame le ministre de la Communication, au DG de la RTI et à vous-même, les journalistes ici sur le plateau. Merci Madame, en tout cas une telle école, nous en rêvons. Merci chers confrères, Nesmo Delors de Nord-Sud, Herman Guivet de Radio Côte d'Ivoire et Amikanga de RTI 2. Bonsoir chez vous.